Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, un honneur aussi d'être là aujourd'hui, mais je dois dire aussi une certaine émotion, parce que lorsque j'ai eu la gageure un jour d'écrire un livre sur Louis Pasteur, je me suis bien sûr précipité dans le domaine à l'Institut Pasteur et à Arbois, et une partie de mon livre a été écrite ici un certain soir. Alors, j'ai voulu donc essayer de retracer à travers l'œuvre de Louis Pasteur peut-être toute une série d'expériences qui se sont suivies les unes les autres, mais un petit peu comme on parcourt une galerie d'exposition, je me permettrai de m'arrêter à certaines de ces expériences, parce que nous y passerions tellement de temps à les parcourir toutes que je crois que vous seriez fatigués. Alors j'ai intitulé cette conférence du cristal à l'hôpital, et je voudrais vous faire nous parcourir ensemble peut-être le chemin qui a conduit Pasteur depuis le cristal jusqu'à, au fond, les réflexions les plus profondes sur la biologie. Alors, je vais tout d'abord vous rappeler peut-être les toutes premières expériences, et elles sont en fait émouvantes. C'est celle de Pasteur, on le retrouve lorsqu'il était rue d'Ulm, et en particulier travaillant sur le contrôle d'une question de cours où il s'agissait de produire du phosphore. L'expérience, quand on la lit, est extrêmement originale et intéressante. Il a eu l'idée d'acheter des os de gibier, de les réduire en poussière, d'ajouter de l'acide sulfurique, et avec ce précipité qu'il a obtenu et qu'il a laissé pendant toute une nuit après filtration, il a obtenu des vapeurs de phosphore. En fait, c'était tout à fait toxique et relativement dangereux d'ailleurs, mais vous retrouvez, c'est pour ça que j'ai mis à gauche de cette diapositive les fameuses petites étiquettes, peut-être les toutes premières étiquettes qu'on voyait, qu'on a vues tout à l'heure sur ces plaques. Alors Pasteur, bien sûr, c'est tout d'abord un chimiste, c'est Balard. Balard, un mot, au moment où Pasteur est entré chez lui, Balard était à l'apogée de sa carrière. Il avait 40 ans, c'était, comme vous le savez, le découvert du brome. C'était un personnage tout à fait original qui avait l'habitude de faire des cours, restait volontiers dans ses salles de cours. Il avait d'ailleurs une chemise dans la poche gauche de sa veste, et parfois, il restait sur place, il ne rentrait pas chez lui le soir. Et lorsqu'il a pris Pasteur comme agrégé préparateur, où il fallait donc tout faire, à la fois la vaisselle, les expériences, peut-être même laver par terre, Balard était un personnage, je le rappelle assez souvent, qui se conduisait un peu comme le font les Américains avec nos postdocs, en lui disant: écoutez Pasteur, les étagères vous sont ouvertes, à vous de trouver le sujet, à vous de trouver des solutions, et n'attendez pas de moi que par un cocooning particulier, je vous entoure tous les jours. En fait, chez Balard, un des personnages que Pasteur avait rencontré était Auguste Laurent. C'était un chimiste de Bordeaux qui a passé un certain temps chez Balard, puis qui a ensuite pris la succession d'Auguste Dumas. C'était un personnage extrêmement intéressant, et en particulier qui a, semble-t-il, donné toute une série d'idées intéressantes à Pasteur, et en particulier sur les premières connaissances des formes cristallines. C'est lui qui avait introduit le remplacement d'isomères par d'autres pour essayer de pouvoir effectivement avoir de nouvelles molécules chimiques. Et nous trouvons donc Pasteur confronté peut-être à ses premiers problèmes avec cette appréhension très particulière qui est d'essayer de saisir la chimie par la physique. Et là, il faut peut-être revenir sur un des dogmes qu'il y avait à l'époque, et qui était en particulier, ou qui avait été dicté vers 1823 par Eugène Chevreul, et qui disait que la nature, la proportion des éléments et l'individualité dépendaient essentiellement des mesures cristallographiques, avec en particulier deux appareils, l'un qu'on appelle le goniomètre, qui mesure les angles, et l'autre le polarimètre. Et la polarimétrie allait, en fait, dans les premiers travaux de Pasteur, avoir une importance majeure. À l'époque, aussi bien Mitscherlich, le savant allemand, à lui disait « même cristal, même chimie ». Et en fait, pour suivre la pensée de Pasteur, il faut remonter à Étienne Malus. Étienne Malus avait fait la campagne d'Égypte, et puis il était revenu en tant que physicien à Paris, et on raconte qu'il avait découvert la polarisation lumineuse
dans une occasion assez particulière qui était à travers un petit périscope dans lequel il regardait une femme et il s'était aperçu à ce moment-là que la déviation de la lumière était très particulière et brouillait l'image qu'il avait d'elle. En réalité, c'est plus probablement une légende. Cela dit, si vous faites l'expérience d'aller, comme ça se passait, dans les jardins du Luxembourg et regarder la réflexion de la lumière sur les fenêtres du Luxembourg, vous verrez effectivement le phénomène de malus. Vous le verrez aussi dans votre baignoire si vous mettez une bougie, vous verrez donc la déviation de la lumière. Or, à travers cette notion, même Christophe Chimie, à travers ces déviations lumineuses, Jean-Baptiste Biot, qui s'intéresse essentiellement aux minéraux, et c'est là peut-être d'ailleurs un point de passage entre Biot et Pasteur. Biot ne s'intéressait pas aux substances chimiques, sauf à parler du minéral. Et il avait défini, en se servant de la polarimétrie, des corps actifs et non actifs, en étudiant la déviation lumineuse. C'est grâce à ce fait que Pasteur s'est lancé dans une des énigmes de l'époque, qu'on appelait volontiers l'énigme Mystérich, et qui consistait à étudier le tartre et le paratartre. Le tartre, vous savez tout ce que c'est ce qu'on trouve dans les tonneaux de vin, on en trouve à bois bien sûr. C'était utilisé à l'époque pour du morgansage, mais aussi par la pharmacopée comme un vomitif. Et il avait ceci de particulier, le tartre, c'est que sous forme de cristaux, il était dextrogire, c'est-à-dire qu'il déviait la lumière à droite. Or, l'énigme venait de la découverte par Gay-Lussac, qui lui n'était pas venu à Arbois, mais en Alsace, et avait trouvé une substance très particulière, toujours en tonneau de vin, car elle avait des caractéristiques chimiques exactement identiques à ce qui était retrouvé au niveau du tartre, mais elle ne déviait pas la lumière. Et si on en revient à ce dogme, même chimie, même physique, on ne comprend pas comment deux corps strictement identiques sur le point de vue de la chimie pouvaient avoir des propriétés physiques différentes. Et c'est là où, vous connaissez tous cette expérience absolument célèbre de Pasteur, il a réussi à démontrer qu'en réalité, dans le paratartre, il y avait deux types de cristaux, les uns qui déviaient à droite, les autres qui déviaient à gauche, et qu'on était donc capable de faire dévier la lumière, et que l'association des deux faisait qu'il n'y avait plus de déviation lumineuse. C'était une des premières démonstrations donc de l'asymétrie moléculaire, et en faisant ça, Pasteur en fait rentre dans une science ou un développement de la science très particulière qui est la stéréochimie. En réalité, si on se plonge dans l'expérience, et si d'ailleurs on cherche à la refaire, on s'apercevra qu'il avait beaucoup de chance. Il avait beaucoup de chance, nous sommes en 1848, on peut d'ailleurs se rappeler effectivement cet épisode où il avait été gentiment déposé de l'argent. Il n'avait pas fait grand-chose d'autre. Honnêtement, il ne s'était pas beaucoup battu dans les rues, mais par contre, son père, qui était un vieux grenadier de l'Empire, lui avait dit, écoute, les républicains méritent bien ça. Et cependant, Pasteur, revenant dans son laboratoire, avait donc découvert cette nouvelle branche de la science qui est la chimie dans l'espace. Mais de manière tout à fait remarquable, il avait déjà compris que la forme détermine la fonction. Et si vous mettez, si vous faites l'expérience de mettre un sucre gauche ou un sucre droit sur le bout de votre langue, effectivement, vous n'aurez pas le même goût. Et cette vision donc pasteurienne de passer de la structure à la fonction était, me semble-t-il, déjà tout à fait remarquable. Et nous allons le retrouver en 1849, il va assez vite comme suppléant à Strasbourg, après un mariage assez rapide avec Madame Pasteur. Et là, bien sûr, ce qu'il fait, c'est ce qu'il faisait tous les jours, c'est-à-dire de passer tous les corps chimiques qui lui tombent à la portée de la main à des études de goniométrie et de polarimétrie. Et là, je pense qu'il a probablement découvert pour moi, une des études les plus remarquables qu'il ait fait dans sa vie, et qui est la notion même de la vie, la notion même du vivant. Et je vais m'expliquer. Tout ce qui concerne les molécules du vivant, c'est-à-dire de l'homme, de l'animal ou des plantes, sont asymétriques. Vous pourriez définir l'asymétrie, comme il le faisait d'ailleurs lui-même, en définissant les deux mains. Si vous mettez la main gauche devant un miroir, vous n'aurez pas l'image de la main droite. La vie est asymétrique. Et par contre, tout ce qui concerne le minéral est symétrique. Il y a donc une définition chimique qui allait se révéler aujourd'hui au niveau atomique, montrant qu'il y a une différence fondamentale entre le minéral et le vivant. Et cette différence repose sur la symétrie. Et je trouve que ça ouvre des horizons, à la fois bien sûr
physique, chimique, mais aussi peut-être philosophique et pour d'autres peut-être spirituelle, sur pourquoi faut-il que la vie soit asymétrique pour être. Toujours est-il qu'il en était suffisamment intrigué, et peut-être avait-il compris qu'il poussait là à l'extrême, à la définition de la vie elle-même, pour tenter de refaire cette asymétrie moléculaire. Et il avait inventé alors, à l'époque, l'idée de faire pousser des plantes avec des rayons solaires inversés. Le phénomène, il n'était pas arrivé, n'a été reproduit que vous voyez relativement récemment, mais quand même reproduit en 1971, où Kagan a refait une photosynthèse asymétrique. Alors, nous connaissons tous la levure et l'alcool et les expériences décisives. En réalité, on parle beaucoup de la fermentation alcoolique, mais il faut savoir que Pasteur s'est lancé d'abord dans la fermentation lactique. Et beaucoup de gens pensent qu'en faisant ça, il essayait de rentrer dans un créneau qui était assez peu pris, parce qu'il y avait énormément de travaux sur la fermentation alcoolique. Mais si on reprend le problème, nous étions à l'époque, et où il était déjà doyen, oui, il était assez vite, doyen en 1854 à Lille, il s'est penché à travers Émile Bigot sur les cuves de distillation qui à l'époque montraient qu'en fait, la plupart des fois, les alcools de betterave étaient de mauvaise qualité et dégageaient des vapeurs nauséabondes. Or en réalité, il y avait plusieurs théories sur la fermentation. Les uns, pour Lavoisier et leurs élèves Gay-Lussac et Thénard, mettaient tout simplement le sucre sur une balance et montraient que c'était équivalent à l'alcool plus le gaz carbonique, entre parenthèses avec une imprécision farouche, tandis que les autres, comme Yegib, prétendaient qu'il fallait effectivement un ferment, mais le ferment, bien sûr, était utile, mais il n'était utile que parce qu'il disparaissait. Et la découverte tout à fait géniale de Pasteur, et qu'il a fait passer de la chimie et de la physique, si je puis dire, à la biologie, a été tout simplement de s'apercevoir que dans les cuves de distillation, les molécules chimiques qui apparaissaient étaient asymétriques, et il en est déduit donc par conséquent qu'ils étaient fabriqués ou provenaient d'organismes vivants. L'asymétrie, on le répétera, c'est la vie, et c'est à ce moment-là qu'ils franchissent le pas pour rentrer dans la microbiologie. Alors, on va le retrouver avec la fermentation alcoolique, lactique, on va le retrouver aussi avec la putréfaction, et à sa grande surprise, parce qu'il avait l'habitude de regarder des levures qui bougent peu, il a vu les premières bactéries et montré à ce moment-là qu'il y avait des bactéries aérobies, et anaérobies en particulier, anaérobies car à l'extrémité de la préparation de son microscope, elles étaient immobiles. Pasteur donc passe de la physique, de la chimie, de la définition de la vie à la microbiologie et s'intéresse à ce moment-là au passage à cette génération spontanée. Et vous voyez qu'il rentre finalement dans l'affaire sans idée trop préconçue et devant se former une opinion sur la question des générations spontanées. En fait, Pouchel avait à l'époque interrogé. Et c'est là, je crois que tout le monde connaît les histoires, avec toute une série d'astuces expérimentales, des filtres, ces fameux cols de cygne qui lui permettaient donc d'éliminer les microbes, des prises d'air très particulières qu'il allait faire à différents endroits, en particulier non seulement à Arbois bien sûr, mais à la guerre de glace. Et c'est là où on le voit se faisant de plus en plus l'avocat. Il n'y a pas de génération spontanée et cédant de commissions d'enquête pour démontrer face à Pouchet et à tous les autres qu'effectivement les microbes se propageaient dans l'atmosphère et voulaient bien proliférer quand ils y trouvaient un milieu de culture adéquat. La gestion spontanée, elle est importante, et j'ai retrouvé cette phrase de Pasteur parce qu'on dit toujours qu'il n'y croyait pas. En réalité, regardez, il disait « Je cherche sans la découvrir », ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je ne la juge pas impossible, dit-il, et qui nous conduit à affirmer que la vie n'a pas été de toute éternité et non la manière. Et ce point, cette interrogation finalement sur le vivant est quelque chose qu'on retrouve partout dans l'histoire de Pasteur et dans le cheminement de sa pensée. Je passerai très vite sur le microscope et le verre à soie, mais peut-être peut-on retenir quand même deux points particuliers à propos de la pébrine d'un côté et de la flacherie de l'autre. Lorsqu'il est confronté à une demande des sériculteurs pour cette maladie très particulière des vers qui était la pébrine, il se trouve face à des taches noires, vous les voyez là-haut. Et ces taches noires, eh bien Pasteur s'est trompé pendant longtemps. Il s'est trompé.
Et il ne croyait pas, il ne pensait pas, il l'affirmait que ces taches noires n'étaient pas un organisme vivant, alors que c'était en fait, pour la première fois devant ses yeux, des parasites. Et lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait tort, eh bien il a fait à rebours le chemin qu'il avait fait à l'aller, et il a été aussi fort, si je puis dire, dans ses affirmations, en prétendant que le corpuscule était bien effectivement l'agent infectieux, qu'il avait mis de temps à le découvrir. Et peut-être une des expériences les plus curieuses et les plus intéressantes, c'est qu'ayant, par des procédés de grainage, éliminé les animaux malades, il se trouvait toujours avec des vers qui avaient des taches noires sur le corps et qui pourtant se trouvaient très bien. Et il a eu l'idée alors de faire l'expérience que je trouve extrêmement originale, d'isoler un certain nombre de vers dans des petites boîtes et au contraire d'en mettre plusieurs dans une seule boîte. Et il s'est aperçu que les taches noires ne se reproduisaient que lorsqu'il y avait plusieurs vers qui étaient enfermés dans une petite boîte, et en réalité c'était des morsures de verre à verre, alors que quand on isolait les animaux, il n'y avait plus de taches noires. Pour la flacherie, peut-être un mot particulier, car c'est la première démonstration ou idée en réalité du microbiote. Il a découvert qu'en ouvrant le corps de ces animaux, ils étaient malades parce qu'il y avait une pullulation au niveau de l'intestin et une fermentation très particulière qui était due à des feuilles de mûrier broyées, qui faisait qu'en réalité les bactéries chez ces animaux étaient différentes des autres. De cela, on retient les premières mesures d'hygiène, et en particulier, il s'est appuyé là-dessus sur toute une série de littératures qu'on pourrait retrouver peut-être ici encore, et qui sont la littérature chinoise, où il a regardé comment on élevait les vers à soie en Chine à l'époque, avec des mesures d'hygiène très particulières. Sur la pasteurisation industrielle et les maladies des viens, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde connaît l'histoire, sauf peut-être la technique très particulière qu'il a eue de démontrer la pasteurisation, car il a fallu un intervalle entre 60 et 100 degrés, qui finalement est très particulière et sans air, pour démontrer qu'on arrivait donc à cette technologie particulière qui éliminait les surinfections du vinaigre, et qui l'ont conduit donc à ces interventions dans ce que j'appelle la pasteurisation industrielle, c'est-à-dire dans la fabrication du vinaigre et la fabrication de la bière. Au passage, on peut rappeler l'importance qu'il attachait au brassage, au maltage et à certaines particularités de température pour pouvoir avoir des bières de grande qualité, qui ont fait d'ailleurs l'éloge de beaucoup de ses contemporains, en particulier de M. Jacobsen, qui dirigeait à l'époque les bières Carlsberg. Et puis, eh bien, nous allons trouver Pasteur chez les médecins, ou plus exactement chez les malades, d'une certaine manière. Ce cheminement, donc, il avait conduit de la chimie et de la physique à s'intéresser à la vie, puis de cela à la microbiologie, puis aux fermentations et aux générations spontanées, allait effectivement le conduire par la suite aux maladies infectieuses humaines. Et vous voyez que quand il est arrivé pour la première fois dans l'Académie de médecine, il ne s'est pas empêché de faire une leçon aux médecins. Il leur a dit, écoutez, le médecin ne doit pas être un être dogmatique. Sachez vous servir de la physique, sachez vous servir de la chimie et de la biologie pour essayer de comprendre les maladies humaines. Pensez aux fermentations, et en même temps, il ajoutait, l'analogie n'est pas une preuve. Je vais aller très vite parce que Pasteur, quand il est arrivé dans l'arène, est arrivé donc après Semmelweis, qui, vous vous souvenez, avait donc découvert et montré les premières mesures d'asepsie, et après Lister, qui lui-même avait, sur les écrits de Pasteur, pensé qu'effectivement les antisepsies pouvaient être une mesure et un moyen de lutter contre les surinfections. Dans ses travaux célèbres de 5... qui a été publié dans 5 revues de Lancet en 1867. En réalité, lorsque Pasteur s'attaque à ces maladies infectieuses et poussé par les écrits de Lister, il répétera d'ailleurs les expériences de Lister avant d'être sûr que celui-ci avait raison. Un des points peut-être les plus extraordinaires, me semble-t-il, des expériences de Pasteur sont celles qu'il a fait avec Joubert pour démontrer que les maladies infectieuses étaient bien liées à des microbes et en particulier à des bactéries.
Et là, Pasteur a eu un procédé expérimental que Koch avait d'ailleurs fait à peu près au même moment, Koch sur le sang et Pasteur sur l'urine, et qui consistait à faire des inoculations. En réalité, l'expérience est extrêmement astucieuse. Si vous prenez du sang d'un animal qui est en train de mourir d'une infection, en l'occurrence c'était du charbon, et si vous cherchez à démontrer que c'est le charbon, donc l'anthrax, qui est responsable de la maladie infectieuse, il faut prouver qu'il s'agit bien du bacille et non du sérum dans lequel ce bacille est plongé. Et l'expérience, aussi bien de Koch que de Pasteur, a consisté à faire des dilutions en série, puis d'injecter à l'animal. Mais toute l'astuce expérimentale est d'attendre un certain temps entre chaque dilution, de manière, ayant reposé le tube à l'étuve, que les bactéries puissent à ce moment-là proliférer. Ce qui fait qu'à la fin, c'est une purée de bactéries qui est injectée à l'animal et qui démontre ainsi qu'il y a une infection et que cette infection est bien liée aux microbes. Je m'arrêterai un moment sur la poule de Colin parce que c'est une des premières démonstrations expérimentales, extrêmement importantes aujourd'hui en pathologie humaine, qu'on puisse être porteur sain asymptomatique. L'histoire est la suivante, c'est que Colin était un médecin académicien, un détracteur de Pasteur. Vétérinaire. Détracteur de Pasteur, et Pasteur et Colin se détestaient. Et chaque fois que Pasteur disait blanc, Colin s'arrangeait pour dire noir, et Pasteur avait dit que le charbon ne donnait pas de maladie aux poules. Alors Colin a dit, mais pas du tout, moi je suis absolument persuadé qu'on est capable de donner une maladie du charbon aux poules, et d'ailleurs, je suis capable de vous le prouver. Pasteur dit à Colin, avant de partir en vacances à Arbois, écoutez cher ami, si vous êtes capable de le faire, moi je vous donne le bacille, et puis je vous montrerai les résultats. Les vacances se passent, et au retour d'Arbois, Pasteur se tourne vers Colin et lui dit, alors Colin, et les poules, elles sont mortes? Alors Colin, penaud, lui dit, écoutez, oui, elles sont mortes, mais en réalité, elles ne sont pas mortes de maladie, elles ont été mangées par un renard. Bref, il n'y a pas une maladie du tout. Alors Pasteur dit à Colin, vous êtes un âne. Vous êtes un âne, et moi, je vais vous prouver qu'on peut effectivement donner une maladie du charbon aux poules. Et quelques semaines plus tard, il arrive à l'Académie de médecine avec 3 cages. Il sort la première cage, et la poule se met à cacter, là, sur la table du président. Et Colin dit, ben voyez, elle n'est pas morte. Et Pasteur lui dit, ah oui, attendez, mais moi je commence toujours par le contrôle. Celle-là, elle n'a pas été injectée. Alors il sort la 2e cage, et la poule se met à cacter sur la table. Et ben voyez, dit Colin, elle n'est pas morte. Exact, dit Pasteur, mais regardez la 3e. Et dans la 3e, la poule était morte. Et Colin dit à Pasteur, mais comment vous avez fait? Eh bien, dit Pasteur, c'est très simple. J'ai pris les poules, je lui ai injecté le bacille du charbon, et je l'ai plongé dans l'eau froide. Et quand vous diminuez la température du